suffire à lui-même. Si on vous respecte, vous dites non, point. C'est pas non parce que tu comprends, je peux pas, parce que... Non, c'est non. Et là, vous voyez, est-ce qu'on écoute votre non? Dans votre famille, dans votre travail, est-ce qu'on écoute ce non ou est-ce qu'on fait comme si votre non, on ne l'avait pas entendu et on ne le respecte pas, ou est-ce qu'on va venir vous faire un lavage de cerveau pour que vous finissiez par dire oui? Donc ça, c'est important parce que c'est une attaque de votre pouvoir, évidemment, sur vous-même. Exercice 7. Tout à l'heure, on a dit bien, le harceleur vient chercher les prix, c'est-à-dire les failles chez vous. Donc, on peut le remercier parce qu'il permet d'identifier quelles sont ses propres failles. Ça, je dis ça de façon ironique, mais aussi de façon positive. Si on voit des choses comme de façon... on peut voir des épreuves aussi comme une façon d'avancer. Donc, quand il travaille sur... Quand vous allez travailler sur vos prix, c'est que le harceleur les a déjà identifiés souvent. Donc, vous allez vous poser les questions suivantes. Quel chemin il a pris pour vous piéger? Quel moment vous êtes fait avoir? Comment ça fonctionne? Par où ça fonctionne? Et là, vous pouvez vous poser quelques minutes et vous dire pourquoi ça fonctionne chez moi? Pourquoi il arrive à me culpabiliser encore une fois? Donc, vous reliez à des périodes de vie, à une histoire, à des choses, vous essayez de faire des liens entre les situations pour voir quand est-ce que c'était la première situation où vous vous êtes senti comme ça, parce qu'elle sera très éclairante sur pourquoi le harceleur a pris du pouvoir sur vous. C'est parce qu'il vous fait penser à telle ou telle personne ou à telle ou telle situation, et ça va dénouer la situation. De vous en rendre compte, ça va être très aidant. Et du coup, quand vous avez identifié vos propres vulnérabilités, vous allez trouver des stratégies pour vous les protéger. Mais si vous ne les avez pas identifiées et que vous culpabilisez sans avoir même conscience que vous êtes tout le temps en train de culpabiliser beaucoup trop que les autres, beaucoup plus que les autres, eh bien, vous n'allez pas pouvoir mettre une protection. Donc pour ça, il faut avoir conscience petit à petit de ses propres vulnérabilités. Et en cela, le harceleur vient systématiquement appuyer sur des points qui sont vulnérables chez vous. Donc ça vous permet de les travailler. Et il faut les travailler parce que bien évidemment, si ce n'est pas ce harceleur, ce sera un autre. Donc, important de se récupérer de ce pouvoir-là. Exercice 8, ne vous inquiétez pas, il n'y en a plus beaucoup. Enfin, il y en a plein, mais je voulais vous en donner quelques-uns quand même, pour récupérer son pouvoir sur soi. Protéger sa vie intime et sa muraille psychique. Alors, ce qui veut dire ne jamais se laisser prendre de court pour donner une réponse ou une décision. Donc, toujours différer quand on vous demande, dans l'urgence, parce que souvent c'est un processus d'abus de pouvoir, de vous décider. Vous différez toujours, parce que vous réfléchissez. Parce que vous, on ne vous vend pas d'assaut pour que vous puissiez prendre des décisions. Ne divulguez pas trop facilement votre vie privée si vous savez le nombre de cas où la vie privée peut être utilisée dans les entreprises contre les personnes à qui on a fait parler un tel et un tel et un tel. Donc protégez votre vie privée, sachez que c'est une zone de vulnérabilité de toute façon. Et gardez le silence et ne vous sentez pas obligé de répondre quand vous êtes importuné. Donc ça c'est vraiment la protection des vie privée. Exercice 9, identifier et soigner ses peurs. Parce que la peur, c'est quand même le premier outil du tyran, c'est d'utiliser les peurs des uns et des autres, donc d'aller explorer les failles des insécurités. On en a tous, déjà, on s'est tous sentis à un moment donné, de toute façon, terrorisés ou abandonnés, ne serait-ce que quand nous le sommes. Donc, il faut identifier et soigner ses peurs. Alors, quand on est dans une situation de proie déjà harcelée, il faut mûrir savamment son évasion. J'appelle ça une évasion, puisque le harcèlement est une prise de pouvoir. Donc, on a été pris d'assaut, il faut absolument tenter de réfléchir à comment je vais m'évader, quelles vont être mes ressources, quels vont être mes alliés extérieurs. Les alliés sont toujours extérieurs à la situation de harcèlement. Parce que ceux qui ont laissé la situation de harcèlement se mettre en place ne sont pas des alliés. Ce sont des complices actifs ou passifs. D'accord? Donc même si on vous dit « Oh, je t'aide », non, tu m'as bien laissé me faire capturer. Donc, on mûrit son évasion. On ne réagit jamais en miroir de son harceleur.
c'est-à-dire qu'on essaye de trouver une voie qui est surtout pas la même que celle qu'il utilise, puisque c'est bien évidemment ce qu'il attend. Et le plus dur, parce que quand même quand on est une proie et qu'on se sent impuissant dans une situation de harcèlement, on développe quelques sentiments tels que la haine, la vengeance et la colère, qui sont des verrous, puisque ça développe des émotions absolument négatives à l'intérieur de soi, et à la fin, qui c'est qui va les subir au niveau somatique? C'est soi-même. Donc, il faut arriver, et oui, quand on nourrit trop de colère, on va se créer quelques petits problèmes au niveau du foie, des estomacs, des ulcères, etc. Donc il faut absolument faire attention, c'est un exemple. Mais la vengeance aussi, qui est tout à fait naturelle comme sentiment, mais la vengeance continue de faire, le sentiment de vengeance continue de faire exister le harceleur à l'intérieur de soi, même quand il n'est plus là. Et oui. Donc, il a gagné. Et ça, c'est très difficile parce que des fois, c'est la seule façon, quand la victime, elle s'est sentie complètement impuissante, la seule façon qu'elle a eu d'exister à ce moment-là, c'est d'être très en colère et de se dire que de toute façon, elle allait se venger. Donc sur le moment, c'était très utile. Par la suite, ça l'est beaucoup moins parce que ça empêche un épanouissement dans la vie personnelle une fois que le harcèlement est terminé. Et donc, ça continue de faire exister parce que la force quand même du harcèlement, c'est que même quand le harceleur, il n'est pas là, ça continue. C'est ça quand même qui est extraordinaire. C'est pour ça que c'est un processus d'autodestruction qui est désiré. Et ça continue même quand c'est terminé. Donc c'est ça qui est extrêmement puissant. Et l'exercice dit exercer sa vigilance. Alors sa vigilance, vous vous rappelez l'observation, etc., avant la prudence. Mais la vigilance, c'est aussi travailler donc profondément la connaissance de soi, et avoir pour ambition sa propre autonomie et sa libération de tous ces verrous familiaux, dans l'entreprise, etc., c'est-à-dire et les verrous intérieurs et émotionnels. Donc c'est ça, exercer sa vigilance, donc développer ce pouvoir-là et ne jamais cesser d'être sur ce chemin-là parce que c'est un renforcement par rapport à des situations de harcèlement. Voilà, j'ai fini mes exercices pour ce soir. C'était un petit peu nouveau les exercices, vous me direz ce que vous en avez pensé. Je vous remercie. Vous pouvez vous inscrire sur, je crois que je vais faire à l'accueil, la brève. Et puis sur le site de CELIOD, il y a beaucoup d'articles que vous pouvez télécharger gratuitement et lire. Si vous n'y arrivez pas, vous m'envoyez un petit mail aux coordonnées suivantes. Je vous remercie de votre attention. J'espère que ça vous a plu. On va pouvoir débattre un petit peu. Voilà. Merci en tout cas. Au début, vous disiez que toutes les stratégies étaient appliquées, mais c'était vraiment machiavélique, là, mais appliquées de manière inconsciente. C'était inconsciemment que le harceleur pouvait faire tout ça. Est-ce que ça arrive que c'est parfaitement conscient? Oui, oui. En fait, quand j'ai dit inconscient, pour être plus clair, c'est-à-dire ce qui est inconscient, à mon avis, c'est le repérage intuitif de la blessure. C'est ça que je voulais juste dire. C'est-à-dire le reniflage, c'est on est venu sur l'odorat, voir la faille de l'autre. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est en deçà du conscient. C'est-à-dire c'est quelque chose de très animal. C'est ça que je voulais dire. Après, sur le harcèlement, de mon point de vue, il y a toujours une conscience intellectuelle de ce qui se passe. C'est-à-dire que le harceleur n'ignore jamais ce qu'il est en train de faire. Par contre, émotionnellement, et bien évidemment, s'il était mis en place normalement à l'intérieur de lui, il ne le ferait pas. Donc émotionnellement, par exemple, il peut se sentir persécuté alors qu'on ne le persécute pas. Donc c'est là où il y a un décalage. C'est là où moi je distingue la conscience intellectuelle de la conscience émotionnelle. Si on avait vraiment une émotion bien mise en place, on n'a pas besoin de harceler les autres. Par contre, intellectuellement, il sait ce qu'il fait. Oui, en général, il sait ce qu'il fait, le harceleur. Il sait, mais il peut le justifier en disant que c'est légitime parce que voilà, il se le justifie à lui-même exactement, que c'est légitime, que quand même, parce qu'il l'a bien cherché, l'autre, donc c'est normal qu'il ait fait ça, tout à fait. Mais il sait ce qu'il fait. Il se justifie, il faut une justification pour lui. Toujours. Oui, pour se donner une justification. Voilà, tout à fait. Mais il ne le ressent pas. Mais il ne le ressent pas. Oui, c'est bien, c'est-à-dire que ce qu'il ressent souvent le tyran, c'est qu'il a des angoisses absolument terribles. Donc il est obligé d'aller
contrôler l'autre, le soumettre, parce que l'autre est extrêmement angoissant en fait dans son existence. Et plus l'autre il est plein d'initiatives, plein de créativité, plus il va être angoissant en fait. Donc il faut le ramener à une place où il ne bouge pas. D'accord? Donc c'est la tête qui dépasse. Couper la tête qui dépasse, exactement, parce que la tête elle peut voler la vedette au tyran. Donc il faut surtout que personne ne vole la vedette. D'accord? C'est ça le. Quelle relation faites-vous avec la souffrance en entreprise? Vous savez, vous avez des conférences à Oui, c'est la souffrance en entreprise. C'est une relation au malaise d'entreprise. Tout à fait. Alors, le harcèlement, il peut, quand il intervient en entreprise, pour moi, c'est c'est le processus qui crée le plus de souffrance au niveau de l'entreprise. C'est le harcèlement. Il y a plein de types de souffrances liées à des mauvaises gestions, à des violences diverses, mais c'est le harcèlement qui crée le plus de souffrance au niveau des entreprises. Et en même temps, c'est bien quand dans les entreprises, les personnes commencent à être en souffrance, qu'évidemment, à ce moment-là, il y a des harceleurs qui vont dire chouette, je vais pouvoir m'épanouir. Donc, qui vont utiliser des situations où l'entreprise est déséquilibrée ou en instabilité et qui vont se manifester à ce moment-là. Et ces harceleurs-là vont toujours à la direction, finalement, souvent. Pas forcément. Pardon? Pas forcément. Non, pas forcément. Ça peut être, moi j'ai vu des situations où l'entreprise est fragilisée, par exemple, économiquement.